Alors, bonjour vous autres. Alors, je regarde juste, vous avez dû faire des exercices que je vous ai donnés lors du dernier cours. Et juste pour souligner une petite chose dans cet exercice-là, où vous avez peut-être eu une petite difficulté ou pas, peut-être pas. Dans la question numéro 2, on vous donne, rapidement, on vous donne une mesure de coulomb en micro-coulomb. OK? Puis micro-coulomb, on utilise la lettre grecque nu. OK? À rappeler, quand on travaille des kilomètres, un K, c'est un multiple de 1000. Un grand M, c'est un multiple d'un million. Quand on travaille avec des micros, ben c'est un multiple de... C'est un millionième. Un millionième d'un coulomb. En autre mot, il faut qu'on prenne ce numéro-là, puis ça ici, c'est 10 à la moins 6. C'est 1 million. Un millionième. 1 sur 1 million. En autre mot, ce qu'il faut faire, c'est 1,2 divisé par 1 million. Alors, dans ce cas ici, 1 millionième d'un coulomb va être 1,2 divisé par 10 à la... en fait, 1,2 divisé par... Je vais juste l'écrire comme ça, 1 million. Puis tu vas voir, c'est 1,2 fois 10 à la moins 6 coulombs. Donc, faites très attention, ça c'est un millionième d'un coulomb. Alors, ça vous donne un peu une idée pour ceux qui ont vu ça puis qui ont peut-être trouvé ça un petit peu bizarre. On va travailler sur la prochaine unité. Pas de prochaine unité. On continue notre unité sur l'électricité et on commence à travailler avec des concepts un petit peu plus pratiques. On travaille avec le courant électrique, le mouvement des électrons. On a vu l'électrostatique, vous avez vu les bases de l'électrostatique. Je souhaite que vous avez bien fait toutes vos lectures. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. OK, j'espère que vous avez réussi à faire tous vos exercices, que vous les avez vérifiés dans le cartable bleu des réponses. Les réponses des exercices 1, 2, 3 étaient à la fin du paquet et ainsi que les autres questions, c'était à la fin du manuel dans le cartable bleu qui était à la fin. Alors, assurez-vous d'avoir vérifié vos réponses, d'avoir fait vos lectures. Et puis, s'il y a d'autres questions, des questions que je ne suis pas capable de répondre par courriel, on va les reprendre, bien sûr, mais quand je serai de retour en cours. Alors, la prochaine section qu'on doit traiter, c'est la section sur le courant électrique. Dans cette section-ci, on va voir toutes sortes de choses intéressantes. Il va y avoir des problèmes, il va y avoir toutes sortes de choses qu'on va faire. Alors, le premier terme important qu'on a besoin de comprendre quand on va parler du courant électrique, bien sûr, c'est le terme qui est le terme titre, c'est le courant électrique. Okay? C-O-U-R-A-N-T, électrique. Okay? Le courant électrique, okay, c'est le déplacement d'une charge électrique d'un endroit à un autre. Okay? Alors, déplacement de charge électrique. OK. Maintenant, il y a certains d'entre vous qui vont peut-être vouloir écrire comme définition le mouvement des électrons d'un endroit à un autre. C'est pas si faux que ça. C'est juste qu'il y a une petite erreur quand on dit le mouvement des électrons, parce que les électrons, ils ne bougent pas vraiment si loin que ça. Dans le cas d'électricité statique, les électrons peuvent bouger, oui, absolument. Mais quand on parle d'un courant électrique, on parle du mouvement de la charge électrique à travers d'un fil électrique. Alors, le premier diagramme qu'on voit ici, c'est le diagramme d'un conducteur. OK? Et puis, si on regarde un fil électrique est fait d'atomes. OK? C'est des millions et des millions d'atomes collés un à côté de l'autre. En fait, des milliards, en fait, même plus que des milliards. Des très, très, très grands nombres d'atomes collés un à côté de l'autre qui créent
un conducteur. Souvent, ça, c'est tous des atomes d'ions métalliques. Et puis, qu'est-ce qui va arriver quand tous ces atomes-là sont collés ensemble? La structure de l'atome, okay, c'est-à-dire la façon que les électrons sont placés alentour, fait en sorte que si j'ai un électron en surplus qui vient frapper un des atomes au bout ici, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, puis si je prends une loupe, puis je regarde un petit peu plus proche, OK, à ce fil, OK, si j'ai des atomes comme ça, OK, ce qu'on va remarquer, c'est que quand l'électron ici, ou le négatif, peu importe, un électron, va rentrer là-dedans, il y a un électron qui va sauter d'un atome puis va aller à l'autre. Alors, ça va repousser l'électron ici, il va prendre la place de l'électron ici. Cet électron ici n'a plus de place, alors il va sauter au prochain atome. Et puis là, ça va prendre la place de l'électron ici, qui va sauter au prochain électron, qui va prendre la place de celui-ci, qui va sauter au prochain atome, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'électron ici saute, puis boum, cet électron-là est libre. Alors, dans ce cas ici, j'ai un électron qui entre dans un bout du conducteur et un électron qui sort. L'électron qui entre n'est pas le même électron qui sort. Maintenant, tous les électrons ressemblent pareil, mais dans ce cas ici, ne sont pas les mêmes électrons. Donc, on pourrait dire que c'est le mouvement d'électrons, mais en réalité, c'est le déplacement de la charge. Parce que l'électron, il ne bouge pas vraiment. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il saute d'un atome à l'autre. Okay? Maintenant, c'est tous différents atomes. Donc, cet atome-là prend la place de celui-là, qui prend la place de celui-là, qui prend la place de celui-là, qui prend la place de celui-là et qui se libère au bout de la ligne. Donc, on parle ici le mouvement du courant électrique. Alors, c'est sûr et certain, dans ce cas ici, j'ai juste, on va dire, j'ai un petit fil électrique qui est juste 2 atomes d'épaisse. Ça serait un très minuscule conducteur électrique. Pas beaucoup d'électrons pourraient passer dans ce conducteur-là ou sauter. Okay? Il y a une limite. Dans ce cas ici, on pourrait dire j'ai 2 électrons qui peuvent sauter à la fois. Alors, si je veux augmenter le courant électrique, le déplacement de la charge électrique, il y a quelque chose que je peux faire. La première chose que je peux faire avec mon conducteur, c'est changer le matériel. Alors, je pourrais mettre des matériaux qui contiennent des atomes ou que les électrons passent plus facilement. Ça serait une chose que je pourrais faire. Mais il s'avère que la chose qui influence le mieux ou le plus, on va dire, le mouvement des électrons, c'est l'air de la surface du conducteur du bout. Alors, un petit fil électrique, puis disons que j'ai un gros fil électrique, bien, j'ai plus d'endroits pour que les électrons peuvent passer à travers d'un gros fil comparé à un petit fil. Alors, l'air, va avoir un très grand impact sur combien d'électrons peuvent passer à travers de mon fil électrique. Puis ça, c'est tout à fait normal. On peut comparer avec un tuyau d'eau, un boyau d'arrosage. C'est sûr et certain qu'un gros tuyau peut passer plus d'eau qu'un petit tuyau. Et c'est la même chose avec un conducteur électrique. Un gros fil électrique peut passer beaucoup plus d'électrons qu'un petit fil électrique. Et c'est ça pourquoi les gros fils électriques dehors qu'on voit entre les maisons sont beaucoup plus gros parce qu'ils ont besoin de passer plus d'électrons que les petits fils électriques, par exemple les fils électriques de notre iPod ou de nos écouteurs même. Un fil électrique comme celui-là est très petit, il ne fait pas passer beaucoup d'électrons, donc il n'y a pas besoin d'être grand. Et puis n'oublions pas que le matériel coûte de l'argent, alors on veut utiliser le plus petit fil que possible pour la situation qu'on traite, qu'on utilise. Alors, le courant électrique, le déplacement de charge, le mouvement des électrons. Okay? Alors, on sait que les électrons, quand ils bougent, on sait que chaque électron a une charge. Okay? Et on sait que quand les électrons ont une charge puis ils bougent, il y a un certain montant d'électrons qui peuvent passer à un certain montant de temps. OK? Et si j'ai mon montant d'électrons, je sais que chaque électron a une charge élémentaire. On sait que la charge élémentaire, on se souvient qu'un électron a une charge de 1,6 fois 10 à la...
je me souviens. 1 fois 10 à la... Monsieur Dion devrait savoir ça par cœur. Je ne vais pas me tromper. 1 fois 10 à la moins 19. Coulomb. Alors, en d'autres mots, si je peux passer un électron à chaque seconde, ben là, je sais que je peux être capable d'avoir une charge de 1,6 fois 10 à la 19 coulombs à chaque seconde. Maintenant, ça, travailler avec des coulombs, ce n'est pas la chose la plus pratique au monde, parce que un coulomb, c'est une très, très grande quantité, et des électrons, c'est une très petite quantité. Alors, on a travaillé sur beaucoup des choses, et puis on a inventé... on a travaillé, puis on a créé une nouvelle... c'est pas une nouvelle unité, mais c'est une façon plus pratique de travailler avec l'électricité plutôt que de travailler avec des coulombs. Puis ça a été créé par André-Marie Ampère. Alors, André dit, la charge est importante. Alors, si j'ai un coulomb, ce qu'il a fait, c'est qu'il dit, la charge, c'est vraiment une quantité de charge sur un certain montant de temps. Alors, si je prends le montant de Coulomb, en fait, je veux dire la charge, puis je la fais sur un certain montant de temps, mais ça va être beaucoup plus pratique parce qu'on veut savoir, c'est pas important de savoir combien de charges, mais on veut savoir combien de charges sur combien de temps. En d'autres mots, combien de temps ça va me prendre pour charger mon téléphone? Si mon téléphone peut contenir, on va dire, 1 million d'électrons, on ne veut pas savoir que ça contient 1 million, on veut savoir combien de temps ça va prendre pour charger notre téléphone ou notre iPod. Alors, l'unité de charge sur un certain montant de temps est quelque chose de très pratique. C'est comme la vitesse. La vitesse est aussi pratique que juste la distance, quand on parle en physique. Alors, on travaille ici avec une nouvelle unité. Si on prend la charge puis on divise par le temps, on va avoir une nouvelle unité qu'on va appeler le courant. OK? Maintenant, on se souvient que avec les exercices qu'on a fait avant, que Q est la lettre qu'on utilise pour la charge. Puis la charge s'est exprimée en coulombs. Puisqu'on avait vu ça dans la formule Q est égal à NE. La charge, c'est la quantité d'électrons avec la charge élémentaire. Alors, Q représente la charge. Maintenant, la prochaine chose qu'on va mettre, c'est T. Et T représente bien sûr le temps. Et comme d'habitude, le temps, dans ce cas-ci, on va le calculer en secondes. Cette formule-là va nous donner le courant. Et le courant, on va utiliser la lettre I, parce que la lettre I n'est pas utilisée très souvent. Donc, c'était plus facile d'utiliser ça. Et ça va calculer le courant, ou en autre mot, la vitesse, parce que c'est vraiment un montant d'électrons par seconde. Puis le courant va être avec un grand A, et puis ça va être des ampères. OK? Alors ça va être des coulombs, c'est O-U-L-O-M-B-S. OK? S, c'est des secondes, et A, c'est des ampères. OK? Nommé après Monsieur Ampère ici, André-Marie Ampère, qui était un Français, si je me souviens bien. OK? Alors, comment est-ce que toutes ces choses-là vont venir ensemble? Bien, ça va nous créer la formule qu'on voit direct au début de notre unité ici. Et il s'avère que le courant, I, c'est la relation entre la charge sur un certain montant de temps. I est égal à QT. OK? Et puis ça, on peut le réarranger comme on le veut. OK? Et souvent, vous allez le voir écrit comme ceci. Q est égal à IT. C'est-à-dire, j'ai juste pris le T puis je l'ai mis sur l'autre côté. C'est la même formule, mais c'est deux façons différentes que vous allez le voir écrit. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu peux voir que la charge, OK, en coulomb, où ça va être une relation entre les ampères et le temps aussi. Du coulomb par seconde, les ampères. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? OK? On va utiliser cette formule ici le plus souvent. Alors, on peut déterminer le temps que ça va prendre pour faire bouger des électrons ou la quantité d'ampères. La quantité d'électrons par seconde est très important. Alors, disons qu'il faut 900 coulombs. OK? Disons que ça prend 900 coulombs pour griller 2 tranches de pain. Puis on va faire l'exemple, le premier exemple qui est ici. Ça dit ça prend 900 coulombs pour griller 2 tranches de pain. Puis ça prend 1,5 minutes. OK. On calcule ici combien de courant est-ce que le grille-pain va avoir besoin. Bien, on peut calculer ça parce qu'on a ça, il nous manque juste. Alors, ça ici, 900 coulombs, ça représente la charge. Minute, c'est le temps. Et on veut savoir quel est le courant. On cherche I. Okay? I s'avère qu'il est facile à calculer. Alors, on utilise notre formule. OK? Alors, le courant, c'est ce qu'on cherche. OK? I est égal à Q, 900 coulombs. Le temps, alors le temps est exprimé en secondes. Alors, assurez-vous que 1,5 minutes, c'est 90 secondes. C'est 60 secondes plus une autre demi-seconde qui est 30. Donc, 90 secondes. Alors, si je fais I, on va voir 10 ampères. OK, alors une formule relativement simple. Pour tous les finissants de la 12e année, si vous pouvez vous présenter. On va attendre ça. La salle à M. Eric Dano. Alors, on vous attend d'ici. OK, alors. Merci. Mme Simone a fini de parler. OK. Donc, 10 ampères et le courant. Alors, peu importe quelles informations que vous avez, vous devriez être capable de résoudre pour soit le courant en ampères, soit la charge en coulomb ou le temps en secondes. Faites toujours attention aux pièges minutes, secondes, heures, secondes, ainsi que les ampères, les milliampères, les microampères, des affaires de même. Faites très attention à ces unités-là. OK? Alors, vous allez avoir des exercices à faire ici sur les coulomps. On ne va pas les faire tout de suite, OK? Je vais les donner à la fin de l'unité, à la fin du cours ici, les exercices que je veux que vous faites. Mais vous allez faire les exercices 1 à 5 à la page 519. C'est les premiers exercices sur les coulomps. Sur le courant électrique, sur les ampères. Alors, on continue. Deux instruments que vous allez utiliser quand je revienne pour calculer des circuits et tout ça, c'est des ampères-mètres. Puis les ampères-mètres sont vraiment intéressants, mais le problème, c'est qu'ils ont des échelles. Ils ont des façons ben, tu ne peux pas lire, par exemple, disons qu'on veut mesurer quelque chose dans un circuit. C'est très difficile électroniquement de faire un mouvement d'une aiguille de façon précise. Alors, pour améliorer la précision, on va utiliser différentes échelles. Alors, si je mesure de 0 à 5 ampères, on va utiliser une échelle, ou si je mesure entre 0 et 1 ampère, je vais utiliser une autre échelle. Bien sûr, plus que l'échelle a des divisions plus précises, ben c'est correct, mais à un moment donné, mon mouvement ne serait pas assez grand pour faire toutes les grandeurs. Donc, c'est une façon plus pratique pour déterminer l'échelle, pour déterminer des courants intéressants. Ici, c'est vous allez voir, vous allez faire l'exercice ici. C'est un exercice pour nous aider à se pratiquer pour mesurer dans un instrument qui contient deux échelles. Alors, je vais vous expliquer comment cette échelle-là fonctionne. Okay? Puis, je vais même rapprocher la caméra un petit peu pour que vous puissiez mieux voir l'échelle. Okay? Alors, si vous regardez à ça ici, okay? Puis je vais juste faire la focalisation rapidement. OK.
Alors, si vous regardez ici, ça ici, c'est un instrument qui mesure les ampères. OK? Puis ce que vous allez voir, on a une échelle ici, comme ça. Et puis, on a 3 rangées de nombres. On a les nombres ici qui vont de 0 jusqu'à 1. On a l'échelle qui va de 0 jusqu'à 2.5. Et on a l'échelle qui va de 0 jusqu'à 5. Alors, il y a 3 échelles ici. OK? Alors, il ne faut pas oublier que ces 3 échelles-là, OK, représentent, dépendamment sur quelle échelle sur ton appareil, ils vont tous dire des numéros différents. OK? Alors, ça ici, c'est un exercice qu'il va falloir que vous faites. Il va falloir que vous lisez la lecture du courant de l'aiguille 1. Alors, ça, c'est l'aiguille 1. Et puis dire c'est quoi la lecture quand tu utilises l'échelle de 0 à 5 mA. OK? De 0 à 100 mA, 0 à 250 mA, 0.1 ampère, 0 à 1 ampère, 0,2.5 ampère et 0,5. Maintenant, il y a 3 échelles ici, mais il y en a une troisième. OK? Cette échelle-ci peut mesurer de 0 à 1 ampère ou OK, de 0 à 0.1 milliampère. OK? Alors, cette échelle ici, l'échelle 1, peut mesurer 0 à 100 milliampères. Alors, c'est un multiple de 100 et 0 à 1 ampère. Maintenant, ici, à se souvenir, OK? Puis ça ici, je vais l'écrire sur le papier ici. Je vais l'écrire ici. 1 ampère, OK? C'est la même chose que 1000 milliampères. Excuse, 1000. Oh, M. Dion n'est pas capable d'écrire. 1 ampère, c'est la même chose que 1000 milliampères. OK? Un milliampère, c'est un millième d'un ampère. Alors, tu as besoin de 1000 milliampères pour faire 1 ampère. Alors, si tu regardes aux échelles ici, 5 milliampères, c'est vraiment, OK? Faites attention, 0 à 5 milliampères, c'est très, très petit. Tandis qu'ici, 0 à 5 ampères, c'est très grand. Alors, faites attention à quelle échelle que vous utilisez. Il y a 6 échelles ici. Alors, vous allez avoir besoin de remplir ce tableau-là. Ça, c'est une autre question que vous allez faire. On va faire une coupe ensemble. Alors, de 0 à 5, on va utiliser l'échelle ici, 0 à 5. Alors, l'aiguille 1, dans ce cas ici, cette aiguille ici, OK, je veux savoir combien ça lit. Bien, j'ai chaque numéro est 1 milliampère. Et puis là, vous allez voir qu'il y a 10 traits d'ici à là. Puis ça ici, c'est le trait de 5. Donc, dans ce cas ici, j'ai 1.123. Alors, l'aiguille 1 est à 1.3 milliampères. Alors, assurez-vous de mettre les bonnes unités de mesure. L'aiguille 2, lui, puisqu'on utilise l'échelle de 0 à 5, OK, il y a 1, 2, 3. Ça, c'est l'aiguille 2 ici. J'ai 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est passé le 5, c'est 6. Alors, 4.6 milliampères. OK? Alors, vous allez faire tout ça. La prochaine échelle, c'est 0 à 100. Alors, on va utiliser l'échelle ici, 0 à 1. Attention, Johan, on t'attend dans la salle. Alors, Johan, dans ce cas ici, il faut utiliser l'échelle qui fonctionne bien. 250 mA, ça va être celui-là. 1, ça va être celui-là. 2.5, celui-là encore. Et 0,5 va être celui-là. Donc, 1 à 1. Alors ici, dans ce cas ici, ça ici, ça va être 0.8. Ça va être 80 mA, 60 mA, et ainsi de suite. Donc, vous allez vous pratiquer à lire les aiguilles, puis inscrire les informations là-dedans. Ça, c'est très important. OK? Et entraînez-vous, puis vous devriez être capable d'atteindre ça. Donc, le prochain concept, OK? Puis vous pouvez toujours retourner dans la vidéo pour revenir voir des informations. OK? Je vous ai montré la charge, le courant, OK? Qui est I égale à QT. Je vous montre une dernière petite formule. Puis encore une fois, c'est une formule très facile. Ce n'est pas une grosse formule compliquée.
Cependant, il faut porter attention. Alors, la raison pour laquelle je vous montre deux formules dans cette vidéo ici, c'est parce que ces deux formules-là vont être utilisées de façon... vont être utilisées un peu ensemble. Alors, il faut s'assurer qu'on les connaît les deux. Alors, je vais juste faire la mise au point ici. OK. OK. La prochaine chose qu'il faut savoir, c'est que le courant, c'est le montant d'électrons qui passe à chaque seconde. Okay? Alors, le courant, I, c'est vraiment la charge en coulomb sur le montant de temps. En fait, j'aurais dû mettre un T. Les coulombs sur un certain montant de temps. Maintenant, ça, ce n'est pas la seule chose qu'il faut mesurer quand on travaille avec l'électricité. Une autre chose qu'il faut qu'on prenne en compte quand on travaille avec l'électricité, c'est la différence de potentiel électrique. OK? La différence de potentiel électrique, c'est... puis je vais l'écrire dans mes propres mots, OK? Mais c'est pas aussi facile que ça à mémoriser. Moi, ici, c'est comment moi je le mémorise. Pour moi, c'est la volonté des électrons à voyager. Alors, c'est comme un nombre qui représente la volonté pour les électrons de sauter d'un endroit à l'autre. Alors, si, et puis vous autres, la différence de potentiel électrique est représentée par V, c'est les volts. Donc, si j'ai quelque chose qui a une différence de potentiel électrique de 1, puis quelque chose qui a une différence de potentiel de 2, on va dire même de 10 volts, OK? Bien, les électrons veulent voyager beaucoup plus s'ils ont 10 volts de potentiel que s'ils ont 1 volt de potentiel. Le potentiel électrique, okay, c'est une relation, okay, entre la charge et le montant de travail que cette charge-là peut faire. Une façon de visualiser la différence de potentiel, c'est imagine que j'ai le sol, okay, et que j'ai une boule ici sur une table. Okay. Si j'ai une différence de hauteur de 1 mètre, ben, l'énergie potentielle dans ma boule va être beaucoup moins grande que si j'avais une table puis une autre boule identique. Puis la boule, elle, était 10 mètres de haut. Bien sûr, cette boule ici, on pourrait dire que c'est 10 volts. Celle-là est à 1 volt. Il y a plus de potentiel d'énergie dans cette boule-là que dans cette boule-là. Et cette différence de potentiel électrique, c'est vraiment une représentation comme ça. Il y a plus d'énergie dans celle-là que dans celle-là. Ça, c'est parce qu'elle a plus de potentiel, elle est plus haute. On pourrait faire une comparaison ici avec la formule MGH. Bien sûr, plus... ça, c'est l'énergie de potentiel, n'est-ce pas? Alors, la boule a plus de potentiel. Maintenant, tous les électrons sont pareils, alors on ne peut pas influencer la masse des électrons. On ne peut pas influencer la gravité. Mais on peut, par contre, modifier la hauteur. Et la hauteur va augmenter de façon presque directe la quantité d'électricité potentielle. Alors, c'est un peu la même idée quand on parle de la différence de potentiel électrique. C'est un peu le même concept. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Bien, comme je vous l'ai dit, la différence de potentiel V est une relation entre la quantité de travail. Puis on se souvient que le travail, okay, c'est une quantité de choses qu'on peut faire. Alors, si on regarde à ça, le travail que les électrons peuvent accomplir, okay, dépend de la quantité de charge qu'ils ont. Alors, ils vont être capables de faire un certain montant de travail pour un certain montant de charge. Et puis ça va nous donner la différence de potentiel V, qui sont les volts.
Alors, les volts, OK, c'est V. Ça, c'est la différence de potentiel. Électrique. OK. W, on se souvient, c'est le travail. On se souvient aussi que le travail est toujours en joules. OK. Comme on avait vu dans l'unité avant. Et Q représente la charge en coulomb. OK. Même Q que dans la formule pour le courant. OK. Les volts, OK, sont nommés en l'honneur de Alessandro Volta, qui était un Italien, et c'est la première personne à avoir fabriqué une pile électrochimique. Il a été un chercheur très, très important dans l'histoire de l'électricité, et c'est grâce à lui que vos iPods ont de l'électricité portative, les ordinateurs, et ainsi de suite. Alors, Volta est très important. Cette formule-là, bien sûr, est dans vos notes ici à la page 251. 521. Okay? Elle est juste là, puis on explique un petit peu le raisonnement derrière cela. Il s'avère que un joule de travail, okay, ça prend 1 volt pour faire un coulomb. Maintenant, cette formule-là va être utile, mais je vous en montre une deuxième. En fait, une troisième après celle que je vous ai montrée ici. Puis celle-ci est la relation entre les volts de travail et la charge. Maintenant, si on prenait notre formule initiale qu'on avait utilisée, I est égal à Q. Oups. Je vais le réécrire. I est égal à Q sur T. On sait que les coulombs et le temps ont une relation. Le courant ici a une relation. OK? On a une relation entre les volts, le travail et le courant. Si je veux calculer le montant d'énergie que mon circuit peut fournir, mon circuit électrique ou peu importe l'appareil électronique que j'utilise, ben, il y a des choses qu'on peut faire ici. Il y a quelque chose qu'on peut faire très important. Maintenant, on se souvient que le travail, okay, c'est une quantité d'énergie. Alors, le travail et l'énergie, c'est la même chose, n'est-ce pas? On sait que dans la dernière unité qu'on a appris que l'énergie ou la différence d'énergie, c'est la même chose que le travail. Alors, ça veut dire que si je prends cette formule-là, OK, je prends celle-là, je me souviens de celle-là, et je prends la nouvelle formule que je viens d'apprendre. V est égal à W sur Q. J'ai quelque chose d'intéressant ici. Si je regarde à mes deux formules, vous allez remarquer, dans les deux cas, j'ai la charge en coulomb, qui est une charge d'un électron. Et voici ce qu'on peut faire. On va prendre cette première formule, puis on va la faire en sorte que j'ai juste Q. Alors, Q va égaler à I fois T. Okay? Je vais prendre cette formule-ci, puis je vais la faire aussi que j'ai juste Q. Okay? Q va égaler à W sur V. Maintenant, ça, c'est vraiment cool. Q et Q, c'est la même chose. En d'autres mots, okay, IT, c'est également, ça fait que le courant fois le temps, c'est la même chose que le travail divisé par les volts. Okay? Alors ici, j'ai juste fait l'inverse ici pour faire ça. Maintenant, ça, c'est vraiment cool. Le travail, on se souvient que le travail, c'est la même chose que l'énergie. Ça fait qu'on va remplacer W par l'énergie. OK, ça, c'est pas mal cool. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler juste l'énergie. Parce que je veux savoir combien d'énergie un circuit électrique peut faire. Et il s'avère que l'énergie, c'est une relation entre la différence de potentiel des volts, okay, le courant électrique et, bien sûr, le temps.
Alors, si je veux faire quelque chose avec une quantité d'énergie quelconque, puis j'ai besoin de plus d'énergie, je peux soit augmenter les volts, je peux augmenter les courants, alors je peux augmenter la différence de potentiel, je peux augmenter le courant, puis en augmentant le courant, on fait passer plus d'électrons à chaque seconde, ou je peux juste faire augmenter le temps que je fournis les électrons et les volts, puis je vais avoir une quantité d'énergie importante. Et voici la troisième formule que vous allez avoir. Alors, jusqu'à date, on a 3 formules. On a I est égal à Q sur T. OK? Ça, c'est le courant électrique, les ampères. Les coulombs, le temps. On a la différence de potentiel, qui est le travail sur les coulombs, et l'énergie, qui égale les volts, le courant et le temps. 3 formules que vous allez utiliser pour faire vos exercices qui s'en viennent. OK? N'oublions pas, ça c'est des volts, ça c'est des ampères, ça c'est des secondes. Ça ici, l'énergie, toujours en joules. Alors, avec ça, vous avez des questions que vous allez faire par rapport à cette formule-là et cette formule-là. Et vous allez avoir un autre exercice, sauf cette fois-ci, ça peut être pour mesurer des volts au lieu de mesurer des ampères. Alors, c'est le même exercice que je vous ai montré auparavant. Alors, le travail que vous avez à faire pour le restant de la période, OK? Vous allez aller faire les exercices suivants. Vous allez aller à la page 519, puis vous allez faire les questions 1 à 5. OK? Vous allez à la page 523 et vous allez faire les questions 1 à 6. Donc, ça semble comme beaucoup, mais ce n'est pas des calculs qui vont prendre beaucoup de temps. OK? Je veux que vous faites l'exercice pratique. OK? Il y en a 2. L'exercice pratique, ça c'est où on mesure le courant ou on mesure les volts sur une échelle. OK? Je veux que vous faites celui-là à la page 519. OK? Ça c'est le numéro 1, l'exercice pratique. Et celle à la page 524. Ça ici aussi, c'est numéro 1 à la page 524. N'oubliez pas, c'est la section exercice pratique. Juste la partie où tu lis, puis tu écris c'est quoi la valeur sur l'échelle. Et finalement, vous avez un peu de lecture. OK? Puis juste lisez les pages que je viens juste de couvrir. Donc, page 517 à 524. OK? Et avec ça, vous devriez être bon. N'oubliez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi-les par courriel. Si vous pouvez corriger. Les réponses pour les exercices vont être à la fin de votre paquet. Vous pouvez demander à monsieur ou madame pour le cartable bleu pour vous auto-corriger. N'oubliez pas, il faut faire tous ces exercices-là. Si vous faites ça bien, vous allez être en bon état pour le prochain cours. Bonne chance et travaillez fort durant le reste de la période. Et n'oubliez pas de ne pas gaspiller votre temps. Travaillez très fort. Si vous avez des questions, encore une fois, vous êtes les bienvenus de les poser. Et entraidez-vous. Et si certaines personnes ont trouvé comment ça fonctionne, n'hésitez pas de partager si quelqu'un a besoin de l'aide. Bonne chance et au prochain cours.